ma grande invitée et la femme scientifique de l'année. Merci beaucoup Anne Canto d'être avec nous dans Smart Tech. Vous êtes chercheuse en cryptographie, directrice de recherche en informatique à INRIA, donc l'Institut de recherche en sciences et technologies du numérique. Récemment récompensée du prix Joliot-Curie de femme scientifique de l'année 2023. Ça aurait été un petit peu court pour 2024 quand même. Décerné par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Votre métier, c'est de créer des codes secrets, enfin plus précisément des algorithmes de chiffrement. On n'a pas trouvé de méthode pour les créer de manière automatique. Les IA génératives qui font des miracles ne savent pas faire ça, par exemple. Non, pas du tout. On n'a pas créé de méthode pour les créer de manière automatique. Et c'est pire que ça, parce qu'en fait, on sait depuis longtemps, depuis la fin des années 1940 et les travaux de Claude Shannon, que aucun système de chiffrement, aucun code secret ne peut assurer une sécurité parfaite, sauf des systèmes qui sont inutilisables en pratique. Et donc ça veut dire que tous les systèmes qu'on peut imaginer et tous les systèmes qu'on utilise, en théorie, on peut les casser. Et donc, mon travail, le travail des chercheurs dans le domaine, c'est d'analyser la sécurité de ces systèmes, dont on sait qu'ils sont théoriquement cassables, et de déterminer le coût qu'aurait une attaque pour les casser. Parce que si la meilleure attaque, elle prend des milliards d'années sur autant d'ordinateurs qu'il y a d'atomes dans l'univers, c'est pas très grave. Par contre, si on commence à trouver des attaques qui prendraient quelques centaines ou quelques milliers d'années, eh bien, on peut penser que ça peut s'améliorer, devenir hors de portée à la portée de certaines personnes. Donc, à la fois, vous créez des algorithmes de chiffrement avec des niveaux de robustesse qui dépendent des usages, j'imagine, mais aussi vous les craquez, ces codes secrets. Exactement. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Ouais. Alors, la question de l'usage, j'imagine, est quand même au centre de vos préoccupations. Parce que à quoi servent aujourd'hui ces algorithmes de chiffrement ? Est-ce qu'on les utilise pour des usages très courants sans s'en apercevoir ? Est-ce que c'est sur des utilisations très spécifiques ? Il y en a partout. Il y en a partout aujourd'hui. Hein. Vous en utilisez tous absolument partout au quotidien, sans vous en rendre compte. Par exemple, dès qu'il y a une transmission sans fil, que ce soit avec votre téléphone portable, mais ça peut être avec du Wi-Fi, eh bien, s'il n'y avait pas de cryptographie, s'il n'y avait pas d'algorithme de chiffrement, n'importe qui, avec une petite antenne, pourrait se mettre près de la communication et capter le contenu de vos communications. Donc, il y en a partout. Quand vous communiquez sur Internet et que vous voyez dans la barre de navigation de votre navigateur le petit cadenas, eh bien, le petit cadenas, il est là pour signaler qu'on utilise le protocole HTTPS, et ce S, il est pour sécurité. Il veut dire qu'il y a de la cryptographie qui est là. Et pourtant, on n'a pas le sentiment d'être très très bien protégé. Anne Canto, vous êtes d'accord avec moi. Pourquoi ? Parce que en fait, ces niveaux de chiffrement restent encore faibles, parce que sinon ce serait trop lourd à implémenter. Non. Quelle est la complexité, en fait, aujourd'hui, pour assurer une véritable protection des données ? Alors, j'ai envie de dire que si on a la sensation, et je crois que ce n'est pas qu'une sensation, oui, malheureusement, bien protégée, c'est parce qu'on n'a pas assez déployé d'algorithmes cryptographiques. Simplement parce qu'on n'a pas pensé que c'était utile. Vous savez, c'est difficile de convaincre les gens qu'ils ont besoin de sécuriser leurs données. Je trouve ça assez paradoxal parce qu'on est à une époque où on est toujours en train de dire que nos données sont devenues un nouvel or noir, oui. Et quelle que soit la couleur de l'or, en général, quand il y a eu de l'or, il y a eu des ruées vers l'or. Donc, c'est pas très étonnant qu'il y ait des attaques, des gens qui soient intéressés par nos données pour en faire différentes utilisations, peu importe. Mais ça veut dire que ces données, même des données dont on a l'impression qu'elles ne mettent pas en jeu vraiment des intérêts financiers, ces données-là, il y a des gens qu'elles intéressent, donc il faut les protéger. Les données de santé, par exemple. On pense toujours à la protection des données bancaires ou de données militaires ou diplomatiques, mais les données de santé, ce sont des données qui sont extrêmement sensibles et qu'on protège mal. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui, bien sûr. Ça, c'est pas rassurant. Alors, donc vous êtes plus particulièrement spécialiste des systèmes de chiffrement symétriques. Vous allez nous expliquer ça ? Il y a 2 types de systèmes ? Exactement. Il y a 2 types de systèmes, suivant que la clé qu'on utilise, qui sont utilisées par les 2 protagonistes, les 2 interlocuteurs de la communication, est la même ou pas. Donc, les systèmes auxquels on pense assez naturellement, c'est des systèmes dans lesquels les 2 interlocuteurs ont un secret en commun, ils utilisent ce système exactement comme si on voulait s'échanger un message à travers un coffre-fort et qu'on aurait la même combinaison ou la même clé du coffre. Ouais. Donc ça, c'est ce à quoi on pense. Donc on parle de symétrie, et c'est les systèmes sur lesquels je travaille principalement. Et puis il y a une autre catégorie de systèmes qui est asymétrique, dans laquelle la personne qui dépose l'objet dans le coffre, celle qui envoie le message, elle n'a pas besoin de connaître le secret. Donc on parle même de cryptographie à clé publique, pour dire que la clé de chiffrement
est public. Bien sûr, celui qui doit ouvrir le coffre, lui, il a une clé qu'il doit garder secrète. Et donc ces deuxièmes systèmes, qui sont des systèmes plus récents, qui sont apparus dans les années 1970, ces systèmes-là, on a l'impression qu'ils ont un gros avantage, puisqu'ils ne nécessitent pas ce partage de clés. Par contre, ils ont un énorme inconvénient, c'est qu'ils sont beaucoup plus lents. Et donc, c'est des systèmes qu'on peut utiliser simplement pour chiffrer des données très courtes. Donc, en fait, ce qu'on fait dans la pratique, c'est qu'on utilise toujours une combinaison des deux. On utilise des systèmes à clé publique pour s'échanger un secret court, et c'est ce secret qui va nous servir après de clé commune dans un système symétrique. Alors, j'ai lu que vos nouveaux travaux portaient sur la transparence des calculs. De quoi on parle là alors ? Alors, la cryptographie... Parce qu'on était pour l'instant sur des usages de protection des données. Et là, d'un seul coup, on bascule sur la transparence des calculs. Ça veut dire quoi ? C'est des algorithmes de chiffrement qui vont être plus transparents ? Alors, la cryptographie, elle peut servir, il y a plein de fonctionnalités. Il y a le chiffrement, bien sûr, qui est la première chose qui vient à l'esprit. Il y en a d'autres. Il y a la signature électronique, par exemple, des fonctionnalités de signature où il n'y a pas de chiffrement, mais qui sont aussi assurées par de la cryptographie. La question de la vérification d'un calcul, c'est quelque chose qui est très important. Elle se pose dans un contexte où on aimerait pouvoir vérifier qu'un calcul a été fait correctement, mais sans en connaître les entrées. Parce que ces entrées, elles sont confidentielles, c'est des informations sensibles. Je donne souvent l'exemple, je ne sais pas s'il est très bon, mais on pourrait imaginer, par exemple, que chaque élève aurait envie de vérifier que l'algorithme Parcoursup a fait le calcul qu'il est censé faire. Alors oui. Évidemment, c'est un peu plus... C'est compliqué par rapport à ce qu'on fait en ce moment, mais si on voulait faire ça, eh bien, évidemment, on ne révélerait pas les notes de tous les élèves de France et de Navarre. Ça ne serait pas possible parce que c'est une donnée qu'il faut protéger. Et on voudrait quand même pouvoir garantir que ce calcul, vérifier que ce calcul a été fait correctement et en apporter la garantie sans révéler les données. Donc, ça a l'air un petit peu magique. Oui. Donc, il y a des protocoles qu'on appelle des protocoles à apport nul de connaissances qui permettent cette vérification sans pour autant révéler l'information. C'est-à-dire qu'on perce quand même le code secret, on perce le chiffrement ? Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il n'y a pas de chiffrement dedans, mais on arrive à démontrer quelque chose sans révéler les entrées. Et à l'intérieur de ces protocoles, qui sont des objets qui sont informatiquement assez compliqués, et mathématiquement aussi, il y a des briques de base qui sont des briques de cryptographie symétrique qui ressemblent un petit peu à du chiffrement. C'est un petit peu différent, mais ça ressemble. Et donc, c'est des objets sur lesquels je travaille. Ils sont un peu différents des objets sur lesquels on travaille habituellement. Donc, j'ai souvent l'habitude de dire qu'ils sont non conventionnels. Et donc, ça veut dire que nos analyses de sécurité, les critères de conception qu'on a habituellement, ce n'est pas les mêmes. Et donc, il faut refaire une analyse de sécurité parce qu'on a assez vite des mauvaises surprises. Et alors, vos amis disent que vous avez même créé une nouvelle école de pensée, qu'aujourd'hui, vous êtes un modèle pour toute une génération, une inspiration. Qu'est-ce qui s'est passé dans le domaine du chiffrement pour qu'on dise ça ? Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont en tête. Ce que j'ai envie de dire, la chose à laquelle j'ai contribué, je ne suis pas la seule, loin de là, c'est d'avoir un petit peu mathématisé, je dirais, ou formalisé cette science qui est la cryptographie symétrique. En fait, la cryptographie, en particulier la cryptographie symétrique, c'est quelque chose qui est extrêmement vieux, extrêmement ancien. Nos rois, nos empereurs, dès la Renaissance, avaient leur cabinet noir qui décryptait les données, qui interceptait les messages. Et donc, c'est quelque chose qui était élevé au rang d'art, d'artisanat au sens noble du terme. Et en fait, quand je suis arrivée sur ce sujet, il y avait encore beaucoup de gens qui disaient cette cryptographie-là, c'est pas une science, c'est un art. Et en fait, je crois qu'avec beaucoup de collègues, on a contribué à ce que ça devienne une science. Et c'est quelque chose qui... Ça change tout, ça ? Oui, ça change tout parce qu'il y a effectivement quelque part un art de casser les systèmes, mais il y a une étape qui est fondamentale, qui est de comprendre pourquoi l'attaque fonctionne. Parce que si on ne comprend pas pourquoi elle fonctionne, eh bien, on est incapable de s'en protéger. Donc, il faut qu'on comprenne ce qui fait dans le système qu'on arrive à l'attaquer. Et ça, c'est des problèmes mathématiques, des problèmes algorithmiques, et ça demande une formalisation. Donc, on écrit vraiment des théorèmes, on démonte des théorèmes pour démontrer que nos systèmes résistent à tel ou tel type d'attaque. Et alors, est-ce que vous avez inspiré beaucoup de jeunes filles ? Parce que, bon... On a quand même ce sentiment aussi qu'on manque de profils féminins dans les filières
technique, dans l'informatique, dans les mathématiques. Et pourtant, vous, j'ai vu que dans votre équipe, vous aviez quand même 6 femmes doctorantes. Oui, moi, parmi les doctorants et doctorantes que j'ai formées, je ne sais plus la proportion exacte, mais je crois qu'il y a à peu près un tiers de jeunes femmes, qui d'ailleurs, pour la plupart, ont continué, sont maintenant des chercheuses, des professeurs d'université dans le domaine. Bon, il faut comprendre qu'en France, dans la recherche en informatique, avant, il y avait beaucoup de femmes, que cette proportion de femmes, elle a beaucoup baissé. Alors avant, c'était il y a très très longtemps. Quand moi je suis arrivée en thèse, il y avait encore des femmes. D'accord. Il y avait encore des femmes qui étaient arrivées à une époque, dans les années 70-80, où l'informatique, c'était pas prestigieux. Oui. Donc les hommes partaient en maths et les femmes, on les cantonnait au poste d'informatique. Donc à l'époque, il y avait plus de femmes. Mais cette proportion, évidemment, elle est la proportion de mes doctorants, le fait que j'ai eu à peu près un tiers de mes doctorants qui soient des femmes, elle n'est pas typique. Et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais il est clair que le fait d'être une femme fait venir les femmes dans l'équipe. Et que... sans autre action, naturellement. Bon, si, je travaille un peu. Quand même. Je travaille un peu. Mais quand même, le corollaire de ce que je viens de dire, c'est aussi que pour les équipes où il n'y a pas de femmes, c'est extrêmement difficile d'attirer les jeunes femmes parce qu'elles se sentent un petit peu isolées, un petit peu perdues, elles ont ce sentiment-là. Donc on a un vrai travail à faire sur ça. Alors oui, je dis quand même, ça se passe pas sans rien faire, parce que vous intervenez, si j'ai bien suivi, dans des classes de collège et de lycée pour le rendez-vous des jeunes mathématiciennes, informaticiennes. Vous avez participé à la création d'un concours aussi de cryptanalyse pour ces élèves de 4e à la seconde. L'idée aussi, c'est d'attirer des profils, alors pas forcément d'ailleurs, j'imagine que des jeunes filles, mais d'attirer plus de profils, plus de talents dans ces métiers autour de l'informatique et des mathématiques en France. Ah oui, on parle toujours des jeunes filles parce que c'est un petit peu la partie de l'iceberg, exactement, de l'iceberg, et c'est ce qu'on a le droit de mesurer aussi. Oui. Mais c'est juste symptomatique d'un manque de diversité, bien sûr. Et ça, c'est extrêmement important, à la fois parce qu'on a besoin forcément de plus de gens. On a besoin d'informaticiens et d'informaticiennes dans ce pays. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de scientifiques. Et pour la recherche, c'est absolument fondamental. J'aime bien dire, pour tous ceux qui connaissent l'histoire de Enigma, l'attaque d'Enigma par les Alliés, que les Anglais ont cassé Enigma, certes, grâce à Turing. C'est un modèle pour vous ? Je dirais pas ça. Ce qui m'intéresse plus, c'est que, surtout, à mon avis, plus que Turing, ce qui leur a permis de casser Enigma, c'est d'avoir réussi à mettre et à faire travailler ensemble et à mettre au même endroit des gens de profils complètement différents. Il y avait des champions d'échecs, il y avait des cruciverbistes, il y avait des linguistes, des ingénieurs, des informaticiens, des mathématiciens, des gens qui venaient de partout avec tous les profils. Et ça, Turing ayant lui-même sa différence. Exactement, on a besoin de ça. Quand vous êtes coincé pour démontrer un résultat, la personne qui vous aide, c'est pas quelqu'un qui pense comme vous, c'est quelqu'un qui pense différemment, donc qui a eu un parcours différent, qui n'a pas fait les mêmes études que vous et qui vient vous apporter une façon différente de réfléchir. Donc ça, pour nous, c'est essentiel. Et donc cette diversité, on a absolument besoin de la susciter parmi nos étudiants et parmi les gens qu'on recrute. Oui. Alors, je voulais qu'on passe ensemble à l'interview express. Alors, je dis express parce que moi, mes questions sont assez courtes, mais bon, je veux vous laisser un petit peu de temps pour y répondre. Oui ou non, le chiffrement qui permet donc une totale confidentialité des communications, a priori, pose un problème de sécurité d'État ? Non. Non, c'est un problème, c'est quelque chose qui arrive tout le temps sur la table. Et la réponse qui consisterait à dire qu'il faut affaiblir le chiffrement pour éviter qu'il y ait un problème de sécurité d'État, c'est un peu comme si on disait il y a des terroristes qui se sont servis d'avions pour faire un attentat et on va interdire les avions. Donc, je pense que ce qui est très important et qu'on fait mal, je trouve, pour la technologie, c'est d'être capable de faire cette balance, de peser le rapport entre les bénéfices et les risques et de trancher, mais de le faire correctement. Les gens qui font de la pharmacovigilance, ils font ça extrêmement bien. Ils font une liste des effets positifs, des effets secondaires, et puis ensuite, ils prennent une décision. Au besoin, ils la réévaluent au fil du temps sur la bonne façon de faire.
Pourtant, c'est effectivement régulièrement remis en question, hein, et on voit au niveau des règlements européens, ça revient sans cesse, cette problématique du chiffrement qui empêche en fait le travail de la police, le travail de l'enquête et la sécurité d'État. Toujours, hein, à chaque fois avec une bonne raison, hein, qui change au fil du temps, une raison tout à fait légitime. Ça peut être l'antiterrorisme, ça peut être la protection des mineurs. La protection des mineurs en ce moment, à chaque fois avec cette tentation de dire finalement les choses seraient beaucoup plus simples si il n'y avait pas de cryptographie. Et pour vous, le bénéfice-risque, ça penche alors plutôt Pour moi, le bénéfice-risque, c'est pas que pour moi. Il est assez clair, je crois que pour toute la communauté, tous les gens qui travaillent en sécurité, c'est assez clair parce que de l'autre côté de la balance, bien sûr, il y a la protection de notre patrimoine scientifique, notre patrimoine économique. Et puis la protection de la vie privée. Il y a des questions de démocratie derrière tout ça. Donc, évidemment, je pense que la balance, elle pèse très très clairement d'un côté. Alors, vrai ou faux, petite, vous ne saviez pas ce que vous vouliez faire, mais alors c'était surtout pas de l'informatique. Ah, ça c'est vrai. C'est drôle quand même. En fait, je comprends maintenant, en analysant les choses rétrospectivement, exactement ce qui s'est passé, et je l'entends très souvent. Je crois qu'on ne peut... Donc je ne voulais absolument pas faire d'informatique et je ne savais absolument pas de quoi il s'agissait. Parce qu'on n'en faisait pas. On en faisait Mauvaise a priori. Très peu. Ouais. Donc quand on ne connaît pas un domaine, la seule chose dont on dispose pour pouvoir dire j'ai envie de faire ça ou j'ai pas envie de faire ça, c'est des stéréotypes, c'est des préjugés. Et évidemment, quand on pense aux stéréotypes qu'on peut avoir sur l'informatique, je considérais que c'était pas pour moi et que j'avais rien à faire dans ce domaine-là. Et fort heureusement, en école d'ingénieur, j'allais dire un peu par hasard, parce que je n'étais pas prévenue, j'ai eu des cours d'informatique et j'ai dit, mais c'est ça l'informatique? Mais il fallait me le dire avant, j'adore ça. Alors, j'y crois ou j'y crois pas à l'apparition de l'ordinateur quantique qui sera capable de casser tous vos algorithmes de chiffrement? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas d'intuition sur est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas. C'est un domaine sur lequel j'ai travaillé. J'ai fait ma thèse sur ça. Hein. J'ai fait ma thèse sur les systèmes de chiffrement qu'on pourrait créer et qui résisteraient éventuellement à l'ordinateur quantique. À l'époque, c'était pas du tout à la mode. Les gens considéraient que ça servait à rien de travailler sur ça. D'ailleurs, j'ai changé de domaine. Maintenant, c'est hyper à la mode de travailler sur ça, un peu trop à mon avis, parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on travaille tous sur ça. C'est important que la recherche travaille sur ça, bien sûr. Il ne va pas falloir se réveiller un moment s'il y a un ordinateur quantique et dire « Oups, on n'a plus nos systèmes cryptographiques qui fonctionnent ». Par contre, peut-être que cet ordinateur quantique, il n'arrivera jamais. C'est la beauté de la recherche. On ne sait pas. Et donc, il faut continuer à travailler sur tous les sujets. Parce que peut-être que finalement, nos systèmes de chiffrement, ils seront cassés par des méthodes classiques et pas par un ordinateur quantique. Merci beaucoup. C'était ma grande invitée Anne Canto, chercheuse en cryptographie, directrice de recherche en informatique à INRIA et puis femme scientifique de l'année. Merci.